1675. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ces deux alexandrins de Nicolas Boileau, qui seuls demeurent ou presque des 1100 que compte son art poétique, ont la vertu de s'attirer la foudre. Jean Giono. Contrairement à ce que dit Boileau, il ne faut pas savoir les choses pour bien les écrire, il faut à peine les connaître un peu, les imaginer. Pierre Michon. On écrit en ne sachant pas tout à fait de quoi on parle, mais en sachant qu'en le disant de cette façon-là, ça émeut considérablement. Rilke, à propos de peinture dans les cahiers de Malte Lauritz Brigge. Des portraits qui, dans quelques galeries, nous regardent à travers une envie de pleurer et que le peintre a réussi parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Pascal Quignard, dans Critique du jugement, il faut œuvrer à partir de ce qu'on ne sait pas pour atteindre on ne sait où. Borges, quand j'écris, je m'efforce de ne pas comprendre ce que j'écris. Je ne pense pas que dans le travail d'un écrivain, l'intelligence ait un grand rôle à jouer. Et Bertolt Brecht d'Embal, par la bouche du mendiant, on ne comprend pas, mais on sent beaucoup de choses. Les histoires que l'on comprend, c'est qu'elles sont mal racontées. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, pour autant qu'on atténue un peu la cadence du vers, un peu intimidante. Il y a là matière à une séance de coaching sur la prise de parole en entreprise. Ce qui nous met aujourd'hui sur la voie d'un premier questionnement, celui de l'intention. Et les mots pour le dire arrivent aisément, on attendrait une rime avec lavement, et l'entrée sur scène de Diafoirus, agitant son grand clister pour déclencher les rires. C'est l'impératif moderne de l'expression de soi qui vient sur la table. Je ne crois pas qu'aucun écrivain ait jamais écrit ce qu'il avait en tête, ce qu'il avait clairement à l'esprit avant de commencer sa page. Paul Valéry voyait en Bossuet le seul peut-être qui ait dit ce qu'il voulait, et ce, à la faveur, je cite, d'une conscience ou d'une présence extraordinaire de l'esprit en regard de tous les moyens et de toutes les fonctions de la parole. Mais c'est peut-être qu'en plus d'un terrible souci de maîtriser son instrument, Bossuet imaginait en effet avoir quelque chose à dire. Sans même parler d'une œuvre entière, roman ou poème, il n'est pas une phrase, pas un vers où le langage n'ait eu son mot à dire, justement, et où chaque mot, après avoir été prononcé, inscrit, n'ait eu son incidence sur l'apparition des suivants. À preuve aussi la détresse où est précipité l'écrivain qui perd un carnet. Les expériences qu'il y a faites ne sauraient être reproduites à volonté. Dans cette part accidentelle, imprédictible, il y a génération d'une matière littéraire qui nous était pour beaucoup étrangère. Il est peut-être vrai que l'on porte une œuvre, mais s'il y a délivrance, la tête du petit nous étonne. La phrase dont on a vu le museau et qui soudain s'échappe, elle nous échappe. Il y a ce sentiment que l'image vient, et donc qu'elle s'extrait ou descend ou remonte d'un ailleurs, ciel, forêt, enfer, somme des vivants et des morts, un ailleurs qui est à la fois pays et peuple et temps. Le matériau a une intelligence propre, sinon toujours une volonté, car la partie se joue à la fois avec et contre lui. Faire usage du langage, c'est avoir affaire à la foule qu'il charrie depuis des siècles, une foule de muets, de bègues et de beaux parleurs, une foule qui profère sans fin des textes nobles et des discours infâmes, qui se tait, qui crie, qui rit, qui jacasse, des publicités, des arrêts de mort, des bulletins météo, des injures, des chansonnettes, des règlements, des poèmes d'amour, des abominations. Le commencement d'une phrase, qu'il vous ait été donné ou que vous l'ayez conçue laborieusement, se fait aussitôt promontoire. C'est une planche sur le flanc du bateau et il faut sauter. Contemporain de Boileau, Saint-Évremond définit avec crainte et défiance ce perdre pied dans le langage, qui est précisément ce que nous recherchons. Il écrit
La poésie demande un génie particulier qui ne s'accommode pas trop avec le bon sens. Tantôt c'est le langage des dieux, tantôt c'est le langage des fous, rarement celui d'un honnête homme. Ce n'est pas qu'il niait quelque chose de galant à faire agréablement des vers, mais il faut que nous soyons bien maîtres de notre génie. Heureusement, autrement, l'esprit est possédé de je ne sais quoi d'étranger qui ne lui permet pas de disposer assez facilement de lui-même. De toute évidence, cette possession par on ne sait quoi d'étranger est un excellent moyen de se libérer un peu de soi-même. Ce à quoi il faut travailler, ça n'est pas tant à la maîtrise du langage, mais dans une fréquentation passionnée, au moyen de provoquer le désarroi du langage, si l'on se souvient que l'arroi désignait jadis l'arrangement, la disposition des choses selon un ordre maîtrisé. C'est ainsi l'ordre du discours que l'on tâche de défaire. Les contrats, les lois, les sentences, la technique réclament que le langage soit pourvu d'une camisole ou de tout autre système de contention, de sorte qu'il ne fasse en rien dévier de la chose à dire, de la chose dont il faut qu'on soit bien assuré, avant de signer, d'acheter, de jurer, de se soumettre. Provoquer le désarroi du langage, c'est à la fois renoncer à l'intention, mais aussi se détourner de l'idée que l'écriture aurait essentiellement à voir avec l'expression de soi. Les forces de répression n'empêchent pas les gens de s'exprimer, dit Deleuze en 1985, elles les forcent au contraire à s'exprimer. Douceur de n'avoir rien à dire, droit de n'avoir rien à dire, puisque c'est la condition pour que se forme quelque chose de rare ou de raréfié qui mériterait un peu d'être dit. En effet, toutes les autorités familiales, sociales, numériques, religieuses vous enjoignent de vous exprimer. Il y a ce dialogue dans le Büchner, le Wojciech de Büchner, où Wojciech justement est asticoté par son capitaine et le médecin du régiment, et forcé de répondre à leurs questions, il a le plein droit de dire n'importe quoi, de débloquer. Il dit « Beaucoup est possible. Il fait beau, mon capitaine. Voyez ce beau ciel solide gris. On pourrait avoir envie d'y planter un clou et de s'y pendre, juste à cause du tiré entre oui et non. Oui et non, mon capitaine, oui et non. Est-ce le non qui est responsable du oui ou le oui du non? Je vais y réfléchir. » Et il s'en va. Les tenants romantiques de l'expression du moi, ravivant toujours plus ou moins l'idée que le poète doit chanter sa douleur, me font songer à Kierkegaard. Dans sa Dipsalmata, il compare le processus de création poétique au taureau de cuivre dans lequel le tyran d'Agrigente, Phalaris, faisait rôtir ses victimes à petit feu. Par un système de flûte ajusté aux naseaux de l'animal, les hurlements de douleur étaient changés en une gamme de sons mélodieux. L'émotion qui m'étreint devant mon sujet, je m'efforce d'en supprimer toute expression directe, c'est-à-dire sentimentale, de sorte que cette émotion, et c'est bien assez, étreint le texte comme l'eau la coque d'une barque. Quand l'eau pénètre entre les planches, c'est le naufrage. S'il faut chercher en soi, c'est autre chose que soi. Valère Novarina, dans un texte intitulé « Devant la parole », écrit « Nous le savons tous très bien, au fond, que l'intérieur est le lieu non du mien, non du moi, mais d'un passage, d'une brèche par où nous saisit un souffle étranger. » Les poètes provençaux, et ça je l'apprenais d'un texte d'Agamben dont j'ai oublié le titre, Stanze. Non, c'est pas dans celui-là, c'est un plus petit livre. Alors, mais vous me direz après. Les poètes provençaux devaient se justifier de ce qu'ils avaient écrit par une exposition préalable de leur sujet, dans une prose sans effet ni détour. Ils appelaient, et c'est ce que m'apprend Agamben, razzo, cette révélation de la source cachée de leur chant. Or, il y a au fond du texte une infinité de sources cachées, et on le mesure par exemple à la faveur d'une traduction, quand on doit expliquer à son traducteur son roman ligne à ligne et expliciter chaque allusion, chaque changement de ton, de cadence, et sans doute le texte y perdra, en devenant plus univoque, plus assuré, et les traducteurs feraient sans doute mieux de ne pas nous appeler durant leur travail.
Lisant, j'aime sentir à certaines béances ou absences de liant ce fond du texte, fragmentaire, remuant de choses tues, de plaies, de questions sans réponse, tandis qu'à la surface scintillent les choses élues, épargnées ou surgies de leur propre mouvement. Devant l'Académie de Suède, Claude Simon avait lu cette phrase de Valéry. « Si l'on m'interroge, si l'on s'inquiète, comme il arrive et parfois assez vivement, de ce que j'ai voulu dire, je réponds que je n'ai pas voulu dire, mais voulu faire, et que c'est une intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit. » J'ajouterai que dire et écrire ne sont pas une même chose en pensant à ce pauvre diable, Joseph Henry, qui avait essayé d'assassiner le roi le 29 juillet 1846. Victor Hugo rapporte que durant le procès, Henry s'était exclamé, c'est dans les choses vues, « Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas lu. » Non seulement on écrit ce qu'on ne savait pas, mais il n'est pas dit qu'on le sache après l'avoir écrit. Non seulement on ne fait pas ce qu'on voulait faire, mais l'intention première se défait jusqu'à être oubliée, perdue. Ce n'est ni une thèse, ni un sujet qui nous porte à écrire, mais un motif, c'est-à-dire à la fois une image et une poussée. Motus signifie mouvement, agitation, secousse, ébranlement, ce qui donne le branle. Par extension, émeute, émotion. C'est la poussée dans le dos qui nous met en route, qui nous provoque, qui nous appelle d'on ne sait où pour marcher vers on ne sait quoi. Franz Kafka écrit à propos de quelqu'un, je ne sais plus si c'est un personnage ou un ami dans son journal, « Tout à ses yeux est intéressant, intéressant. Mais au lieu de l'entendre au sens ordinaire, il veut dire à peu près « il y a le feu, il y a le feu ». Si l'intention préside à l'écriture, elle voudra asservir le langage. Et comme tout autre pouvoir, une fois son objectif atteint, elle en fera un nouvel instrument de conquête. L'intention alors ne se réalise plus seulement dans le texte, mais dans les effets escomptés de celui-ci sur le lecteur. En 1960, Jean Grosjean rejetait l'intentionnalité dans l'une et l'autre de ses formes. Le commerce concurrentiel, écrivait-il dans un article de la NRF, vide le langage de toute aptitude à la vérité. Et comme maintenant les firmes, les États, les églises, les écoles d'art se servent non seulement d'arguments, mais de magie et visent le réflexe autant que le choix, nous sommes réduits à une langue dont non seulement les intentions claires, mais même les charmes efficaces doivent être bannis. Un demi-siècle plus tard, il est fait usage de tant de science pour susciter en nous des réactions mécaniques, telles la peur, l'envie, l'indignation, qu'il faut se faire une vertu en littérature de ne pas préméditer ses effets, de ne pas même y réfléchir. On ne ménage d'ailleurs pas sa surprise, on ne ménage, pas de surprise à son lecteur quand on court soi-même de surprise en surprise. Malherbe assurait à Racan, on dira que nous avons esté deux excellents arrangeurs de syllabes. Et Giono, dans son journal, je ne suis qu'un assembleur de signes. J'aime comme lecteur, comme écrivain, comme traducteur, l'évocation précise des gestes du travail, des mouvements de la main, des déplacements du corps. Et c'est ce que j'aime en particulier dans les textes d'Emmanuel Pagano et de Maëlys de Kerangal. Or, rien n'est plus difficile que d'appliquer une telle façon de décrire, détailler et fondée sur la succession des opérations et de leurs conséquences à l'activité de la pensée et en particulier à l'écriture. Cela défie toute tentative. On échoue à la décomposer en une série d'opérations distinctes, et ce, notamment parce qu'elles ont lieu toutes en même temps. Mémoire, émotion, sanction du rythme, plaisir graphique et composition musicale, infime mouvement des membres, contraction du ventre, resserrement de l'estomac, respiration, dialogue avec les morts, écoute, inclusion ou exclusion des bruits parasites, des images accidentelles, etc., etc. On n'est pas en position et pas en état d'observer ce qui se passe quand on écrit. Un olympien vous dirait le contraire, et il ne ferait ensuite que vous exposer les règles de son jeu. D'autres vous entretiendraient pour passer le temps des conditions matérielles de leur activité littéraire. Ils décriraient leur chambre ou leur table au bistrot, le moment du jour, petit matin ou nuit tombée, les cahiers, le stylo plume,
qu'ils utilisent, ou le bic ou l'ordinateur, le thé ou le café ou le whisky, le chat ou pas le chat, la musique ou le silence. Je crois que si l'on persiste à employer le vocabulaire de l'artisanat, à propos de l'écriture, c'est par défaut, par dénuement. Et quand ce sont les écrivains qui y ont recours, c'est par chagrin d'être privés d'un matériau tangible, et par envie, car les gestes de l'artisan sont ceux d'un rapport plein à la matière, qui est source de joie. Mais s'il est une comparaison qui me sort par les yeux, c'est bien celle de l'orfèvrerie, avec sa kyrielle de verbes comme ciseler, peaufiner, émailler, polir, qui semble surtout fait pour épater le bourgeois aux doigts épais. C'est à nouveau Boileau qui nous tense. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il y a eu inflation après. Et pourquoi 20 d'ailleurs? Parce qu'on nous l'a déjà dit 20 fois peut-être. Il y a pourtant travail et comment, mais ce serait tricher que de distinguer premier jet, version remaniée, correction d'épreuves, car on sait bien que tout se joue d'emblée dans le jaillissement, même si ça finit en grande partie à la poubelle. C'est là que la connaissance de la langue, plutôt que sa maîtrise, est fructueuse. Ce sont alors des dizaines d'opérations à la seconde, quasi instantanées, qui font que le soin est intégré à l'élan même d'écrire. Toutes les opérations ont lieu en même temps et pour beaucoup sans conscience. Mais c'est ainsi que les chercheurs n'ont pas toujours tort quand ils soulignent et interprètent les récurrences, les enjambements, les allitérations ou les effets de rythme. Un mot du rythme. Aussi loin que je me souvienne, il me semble avoir toujours été soumis à l'alexandrin, à l'impulsion irrésistible, si ma virgule fait naître une césure, si je reprends souffle à l'hémistiche, de finir ma phrase avec 6 autres pieds. Où est la 8 ? J'ai 2 fois la même page. Solution de secours, voilà. Et je me soigne. Je veux dire qu'il me semble plus difficile de ne pas faire des vers que d'en faire, que d'obéir à cette alliance merveilleuse de l'archaïque et de l'artefact, à la fois le battement du cœur, le galop du cheval, le tambour des galères et l'impression énorme que fait le vers classique sur les petits enfants. J'ai jeté le vers noble au chien noir de la prose, écrit Victor Hugo, mais si la prose est un chien, il est depuis longtemps démangé par les vers. Des vers blancs. Certains les collectionnent, d'autres s'efforcent de leur casser les reins. Pour ma part, j'en laisse et j'en supprime. Dans le dernier roman de Quignard, Les larmes, pour donner un exemple de lecteur, je reviens en arrière après avoir lu cette phrase. Le merle rajeunissait patiemment le visage de Dieu. C'est un alexandrin bancroche, avec son merle tout d'une traite, un alexandrin qu'on a rompu en plantant au milieu un mot de 3 syllabes, le mot patiemment. Et d'avoir été ainsi défait, j'ai l'impression que le vers n'en sonne que davantage fantomatiquement. D'ordinaire, on peut compter sur ce très bon marcheur, l'alexandrin, pour lancer un texte. D'ailleurs, le roman de Stéphane Hautguy, qui ne viendra pas, commence par un alexandrin, et c'est, je crois, Yacine était heureux comme on l'est à 13 ans. C'est plus difficile sur cette version parce que c'est tout petit. Voilà. Donc, est un très bon marcheur pour lancer un texte, lui faire prendre son départ. La main, les jambes sont mises en branle, le flux est amorcé. Ensuite, on se méfie. On a garde que le tambour ou le ronron ne prennent le dessus. C'est d'ailleurs de cette défiance, de cette insurrection qu'est née la poésie moderne, peut-être avec La Fontaine, dont Lamartine dit avoir été rebuté dans l'enfance par, je cite, les vers boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie, ni à l'oreille, ni sur la page. Je peux reprendre là maintenant. Voilà. L'amour des mots, la passion de la littérature. Lorsque j'entends ces expressions toutes faites, souvent je pense que je déteste ça. Il m'arrive d'être submergé par la haine de la littérature,
non seulement comme secteur spécialisé de la culture, ce qu'on appelle la vie littéraire, mais aussi pour les livres eux-mêmes. Au fond, je n'ai jamais aimé la littérature que comme miracle, une série de miracles au sein d'une discipline généralement désastreuse. Mais on le voit ici aussi, le désir est stratège, il est une science des détours, car le miracle n'a jamais cessé d'avoir lieu. Le conflit qui n'aura pas d'apaisement, en revanche, c'est celui qui nous oppose au langage en tant qu'il est le principal et le premier instrument de l'autorité. Il est archaïquement la voix qui se fait obéir, le cri et la menace, mais aussi le miel de la tromperie, la séduction du mensonge, il est le flic et le publicitaire. Aux époques les plus violemment politiques, le langage apparaît d'emblée comme un arsenal qu'il faut arracher au pouvoir, une force dont il faut lui disputer le monopole. Quand le pouvoir économise l'usage de ses armes, c'est au langage qu'il confie le soin de garder l'ordre opprimant, écrivait par exemple Mustafa Khayati en 1966 dans un fascicule de l'Internationale situationniste. Selon un schéma devenu classique à travers les âges, le pouvoir s'efforce d'abord de fixer le langage, puis de l'élever quand il devient soucieux de sa splendeur, puis de le dégrader lorsque pour se maintenir il a besoin d'abêtir et de réassujettir le peuple. On se souvient des mots d'André Breton en 1924 dans l'introduction au discours sur le peu de réalité. Les inspecteurs lamentables qui ne nous quittent pas au sortir des écoles font encore leur tournée dans nos maisons, dans notre vie. Ils vérifient que nous appelons toujours un chat, et comme nous tous nous faisons bonne contenance, ils ne nous défèrent pas obligatoirement à la chiourme des asiles et des bagnes. Le langage en circulation, avec ses stéréotypes, ses associations d'idées mécaniques, ses hiérarchies délétères, tout ce qu'il colporte comme allant de soi, fait de chacun de nous le relais de toutes les puissances. Par le langage que nous avons acquis et par le flot de paroles que les médias déversent dans nos oreilles, le pouvoir est entré dans la place, au cœur du petit fortin, rien moins qu'étanche qu'on appelle le moi. Ossip Mandelstam, dans la 4e prose, écrivit cette phrase terrifiante. « Car la littérature, en tout lieu et toujours, n'a qu'une seule fonction, aider les chefs à garder leurs soldats dans leur état d'obéissance, aider les juges à liquider les condamnés. » Le poète russe avait certainement à l'esprit les écrivains aux ordres, ceux qui chantaient les purges et la guépéou, mais il dit aussi son tourment d'avoir pour seul instrument la langue même dont se servent les menteurs et les assassins. Ceci dit, lutter contre la fausse parole, pour reprendre l'expression d'Armand Robin, ne peut pas justifier que l'on prenne quiconque de haut. Et ici comme ailleurs, la bêtise se manifeste en jumeaux ennemis. À droite, c'est le cheval de bois d'un classicisme gâteux et de plus en plus ignare, celui qui fronce le sourcil, celui qui fait la chasse au malgré que, celui qui sait qu'amour, orgue et délice changent de genre en se multipliant, qui sait qu'après que exige l'indicatif, qui sait que gageur se prononce gageure, qui ne sait pas grand-chose vraiment. Tandis qu'à gauche, ce sont des méchancetés qui s'autorisent je ne sais quelle radicalité politique sans conséquence. C'est par exemple la scène introduite par l'expression « tren negativo » dans Palombella Rossa de Nanni Moretti. La gifle que le héros assène à la journaliste en lui hurlant « Les parole sono importanti ». Elle m'avait bien plu quand le film est sorti en 1989 et je la trouve ignoble aujourd'hui. Car la colère doit se changer en énergie créatrice, en élan amoureux, sous peine de nous empoisonner. Il y avait dans l'évangile de Matthieu une phrase par laquelle le Christ évoquait la conquête du ciel, la prise du paradis, comme on dira plus tard de la Bastille. Si je dis « il y avait », c'est que les traducteurs modernes, qui travaillent collégialement, et c'est peut-être une des explications, en ont édulcoré ou renversé le sens. Dans la version de Philippe de Mézanguy, 1752, on lisait encore « Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par la force, et ceux qui emploient la force le ravissent. Et violenti rapiunt illud », c'est la formulation de la Vulgate. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le point de départ de la révolution en cours, au moment où le Christ parle.
dans l'urgence de l'instant. Louis II traduisait encore au XIXe « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent ». Désormais, la Bible de Jérusalem, par exemple, propose « Le royaume des cieux souffre violence, et les violents s'en emparent ». On a déjà une perte dans cette... La Bible dite en français courant, qui est la pire parce que c'est celle qui ferme la porte aux interprétations multiples, car le mot « souffre » c'était encore « accepte »,« tolère », une traduction qui retourne le sens, qui lui met la tête à l'envers. Le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Une traduction qui porte le conflit à l'extérieur, alors que tout se jouait pour le moins dans le cœur, sans aucun appel à se prémunir ou à défendre quoi que ce soit. Ce violenti rapiunt de la Vulgate, cette violence qu'on doit exercer pour sortir de soi, pour être soulevé, pour tout changer, c'est la définition du travail du poète. Et cette violence, il l'exerce à l'intérieur du langage, c'est-à-dire en lui-même. Et il est bien question de ravir, d'être ravi, d'être emporté soi-même. Il y a lutte. Ulysse chante plutôt qu'il ne se bouche les oreilles. La colère contre le langage courant et contre la littérature, il faut la changer en une violence à l'intérieur même du langage. Henri Michaud, dans Une voix pour l'insubordination, évoquait le poltergeist, un esprit qui, par des heurts, des déplacements de meubles, du raffut intempestif, manifeste la colère d'une jeune fille à l'encontre de la maison qui la contient, qui la contraint, qui l'entrave depuis sa plus petite enfance. Le langage qu'on nous a inculqué est pour nous cette maison. Nous n'en avons pas d'autre. Nous pouvons y manifester notre colère d'abord, puis l'investir avec violence. À Voronezh, en 1935, Mandelstam écrivit « Il faut un frère cruel au monde qui puisse lui mener la vie dure. » Et je crois qu'il faut un frère cruel au langage qui lui mène la vie dure et même la vie presque impossible. Chante, ô muse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, colère funeste qui causa tant de malheurs aux Argiens. Dans la Grèce du 8e siècle avant notre ère, l'auteur augure est un enthousiaste. À la lettre, c'est un énergumène. Il a en lui un Dieu qui parle. L'Aède est la voix de la muse. Il est en proie à la mania, à la fureur poeticus, qui est une folie, un échauffement. Lorsque Socrate est âgé à peu près de 20 ans, vers moins 450, on commence d'employer un mot dérivé du verbe faire, poiein. Désormais producteur, le poète devient auctor, celui qui accroît, augmente, celui qui fait pousser, germer, surgir. Il construit, tisse, bâtit. Ce ne sont plus les dieux qui chantent en se servant de son larynx, mais l'homme privé, l'idiotesse, le toi-même qui prend un stylet et qui parle en se taisant. L'école philosophique repoussera bientôt avec violence cette figure d'un homme seul qui écrit dans son coin. Platon met en garde contre le texte qui, dit-il, s'en va rouler de droite et de gauche. Et il ajoute, la plus grande sauvegarde serait de ne pas écrire. Quant au poète, on juge qu'il était plus doux pour lui d'être soumis aux muses qu'à un vulgaire commanditaire auquel il aura bien fallu se prostituer. Si l'idée de la muse a fait rire les modernes, lorsque Roland Barthes, en 68, vient affirmer « c'est le langage qui parle, ce n'est pas l'auteur », on retrouve une autre chose énorme, une énormité, un plus grand que soi. On peut en rire à notre tour, ou bien s'interroger sur l'intérêt, sur la nécessité peut-être d'une fiction agissante, d'une bouche d'ombre, d'un fétiche bavard. Nous croyons en l'innocence et nous avons raison. L'autre versant se dessine sous les pieds de ceux qui savent, prévoient, escomptent. C'est le versant du malin, de celui qui fait fond sur l'astuce et le savoir-faire. Giono a dit quelque part, il faut accepter d'être dupe. Il y a ainsi un savoir laisser venir qui est une innocence, une attente attentive, une mise hors jeu, hors d'état de marche de nos correcteurs automatiques. On s'intéresse à ce qui vient quand on laisse venir pour s'apercevoir que le surgissement n'a lieu que dans l'oubli de soi, au détriment même de ce qui, dans le moi, veut maintenir le contrôle, et dans l'étonnement de comprendre qu'il n'y a aucune fidélité à tenir envers soi-même.
Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé, écrit Rimbaud à Isambard. Et René Char, dans Recherche de la base et du sommet, créer, s'exclure. Ce n'est pas le langage de l'auteur qui serait donc le frère cruel du langage, même si lui lutte de toutes ses forces, des forces toujours insuffisantes, contre le langage de la domination. Mais c'est au sein de son propre langage une instance imaginaire, folle, injuste, qui lui mène la vie dure, avec la certitude, à tête opposée, qu'il n'y a rien qui voudrait être dit à travers nous, bien sûr. Dans l'écriture, on accepte de bonne ou de mauvaise grâce l'emprise de quelque chose qu'on ne formule pas, qu'on ne réduit pas, et qui disparaîtrait si cela était réduit à une formule, à un ensemble de règles et d'intentions. Il importe que la situation reste trouble. C'est un jeu, en fond. On se soumet à un pouvoir qui n'énonce pas sa loi et qui déçoit sans relâche, qui frustre nos désirs d'obéissance et de soumission. Il y a ce mot du dramaturge Nestroy, Johann Nestroy, dont Karl Kraus dit qu'il devrait s'appliquer à l'artiste et à la pensée. J'ai fait un prisonnier et il ne me lâche plus. Pour échapper à la suggestion, il faut reconnaître, accepter, multiplier les liens, les entraves, les influences. Ainsi seulement, on n'est pas attelé à une charrette, fût-ce celle d'une originalité ou de son propre devenir. Ce qu'il y a d'autorité dans l'auteur, c'est la force ou l'entité qu'il invente pour s'y soumettre lui-même, afin le plus possible de se libérer de l'emprise du langage et de l'emprise du moi. Une entité fictionnelle, sans contour, versatile, irreprésentable, contradictoire, vide, bavarde, agissante, qui acquiesce à toutes les transgressions et se modifie à mesure, ne se fige jamais et déteste en nous le bon élève, le ronron, le contentement de soi. Elle ne montre aucune voie, mais elle ricane au milieu de tous les chemins, dès qu'on fait mine de vouloir sortir des broussailles pour prendre pied sur une voie carrossable. Si c'est un âne, il est rusé, très fort, malcommode au possible. On n'a pas de harnais, bien sûr, pas de licol. Si on lui montre le bâton, alors il fait le mort, au point qu'il est mort. On s'aperçoit que le mieux est de s'abandonner à sa dinguerie, à ses foucades, à ses lenteurs, quand il se tient, ravi, au milieu des chardons. Retourner aux étables, rejoindre la caravane, c'est le lâche en nous qui lui en susurre l'idée. La recherche du sel, pour lui, tout est là. L'animal travaille à nous libérer du désir d'obéir au goût du jour, et même au bon goût du jour, et même au goût de ce qui s'écrit de plus authentiquement beau de nos jours, et aussi au goût de désobéir pour désobéir, qui n'est qu'un sucre d'orge, et aussi au très coriace instinct de racoler, de faire le tapin, et au non moins coriace besoin d'être approuvé par des papas et des mamans, par toutes sortes d'autorités légitimantes. Un créateur est quelqu'un qui crée ses propres impossibilités et qui crée du possible en même temps, disait Gilles Deleuze. L'entité que l'écrivain s'invente est d'abord une garantie d'un confort, un fournisseur d'obstacles, un aubergiste épouvantable qui ouvre des fenêtres à courant d'air, fourre des pierres sous le matelas, ulule et hurle quand sa pionce est pantoufle. Il s'agit pour lui de susciter au cœur de la langue quelque chose qui le met en défaut, qui lui fait lâcher la proie pour l'ombre, qui provoque sans cesse de nouveau perdre pied. Il me semble qu'on peut appeler instance, en arrachant ce mot à la psychanalyse, cette entité fictionnelle de contours flous, de caractère indéfini, que chacun se bricole et qu'il place parmi les décombres des anciennes transcendances. L'instance, nous dit l'étymologie, c'est ce qui presse vivement. C'est une machine à produire des motifs. On se souvient du fameux démon de Socrate, dont Apulée avait pris la défense dans un plaidoyer. Le daimon, ainsi Socrate avait-il nommé l'être intermédiaire qui lui soufflait ses réponses quand il s'exprimait sur un sujet et lui disait aussi ce qu'il devait faire. Bien entendu, il n'est pas ici question de la conscience.
Le rôle insigne du démonique, selon Platon, c'était de mettre le tout en relation avec lui-même. Et Plutarque notait à propos de ces esprits familiers que l'éternuement signalait leur présence. On comprend la nécessité ici d'avoir recours à la fiction, de monter une histoire, et même de se monter le coup, car on est bien en peine de dire ce qu'elle est, cette instance délirante. Si c'est un démon, il est nombreux, et il serait plus juste de l'appeler pandémonium. Un ramas de démons de petite envergure, faibles, increvables, sans grand pouvoir, mais auxquels au moins on a prêté une toute-puissance dont on s'est convaincu qu'ils connaissaient toutes les images. Ce sont encore des ruses, et toutes sont légitimes, que nous avons pour déposséder le moi, pour le déposer comme on dépose un roi. Je reviens à mes loups, à mes façons de sentir, écrit André Breton, dans un très beau poème intitulé Pleine marge. Le daimon ricane beaucoup, mais ça n'est pas un père fouettard. Ça n'est pas même le gros bon sens qui vous réveille parfois, après que vous avez accumulé des pages et des pages de notes, qui n'étaient en définitive que le débroussaillage d'une épaisse documentation, et qui vous dit « fausse route, tu n'as rien, tout est à jeter ». Marguerite Duras, dans Écrire, évoque, je cite, la fonction de révision que l'écrivain a très souvent envers lui-même. Elle écrit l'écrivain alors il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Mais le démon a autre chose à faire que d'être le correcteur de nos mauvaises phrases. Il inspire au cœur même de la mêlée. Il dit « frappe », jette ton javelot, pousse ton bouclier, ramasse cette pierre, et non, comme au régiment, l'alignement des pieds, la position du menton, le petit doigt sur la couture. Et justement, précisant plus loin sa pensée, Duras y vient, elle aussi, à cette instance fictionnelle qui prend parfois les rênes. Elle écrit « c'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Il n'est que d'observer un peu pour entrevoir chez la plupart des écrivains l'instance fictionnelle que chacun s'est bâti à son usage. Par bien des côtés, cette affaire, j'y reviens, est risible, c'est un jeu. Mais il s'y trouve en même temps quelque chose de sacré, de la même espèce de sacré qui préside au jeu des enfants. On demanda un jour à Bernard Shaw, raconte Borges, s'il pensait vraiment que la Bible était l'œuvre du Saint-Esprit. Et sa réponse a été « Je crois que le Saint-Esprit a écrit non seulement la Bible, mais tous les livres. » La fiction de Proust est toute différente, mais elle occupe la même fonction centrale. Je cite « Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes issus viennent nous jeter à poignées leurs richesses et leurs mauvais sorts, demandant à coopérer aux nouveaux sentiments que nous éprouvons et dans lesquels, effaçant leur ancienne effigie, nous les refondons en une création originale. Faulkner, pour sa part, avait un démon par lequel, disait-il, il faut savoir se laisser chevaucher. Tandis que Flaubert, sans doute, s'est éreinté à vouloir grimper sur le dos du sien et même l'atteler à sa charrue. Cette instance, nulle part, elle n'a pris une forme aussi saisissante que dans le journal de Franz Kafka. Plus philosophe qu'un maître de zen, plus démonique que les Méphistos de tragédie, elle le tutoie toujours. Ce sont tour à tour des forces créatrices, enthousiasmantes, et la foule mauvaise de celles qui se tiennent tapies dans l'ombre et qui ricanent ou grincent. Ceci, par exemple, 2 tâches au début de la vie, restreindre de plus en plus ton cercle et t'assurer constamment que tu ne te tiens pas caché quelque part à l'extérieur. Ou encore, il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N'écoute même pas, attends seulement. N'attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut faire autrement. Extasié, il se tordra devant toi. Dans Pierre ou les ambiguïtés,
Melville semble décrire des hommes aux prises avec cette instance dont rien ne dit qu'elle est intérieure. Et ce pourrait être aussi bien le tableau d'un asile de fous. Certains apostrophaient le vide, certains tiraient la langue au vide, certains frappaient le vide, certains faisaient des gestes comme pour lutter avec le vide et tomber dans les bras du vide, pantelant sous une invisible étreinte. Ce qui vient quand on laisse venir, je crois que ce sont des images. Le chien d'arrêt en nous, son attente attentive, fait lever des images. Au fond, ce royaume où se tient la fiction démonique, ce n'est qu'accidentellement un tumulte de voix. Le plus souvent, il y règne le silence des images. Les images qui nous hantent et qui reviennent sont revenantes. Il y a un moment où elles tombent dans une forme dont on peut croire qu'elle est la leur, celle qui peut-être les rendra visibles à d'autres que soi, et sous l'aspect d'apparitions soudaines. Les images jaillissent tout armées de ce Capharnaüm que bien des poètes ont décrit. Novalis évoque les éléments sans suite, mais cependant associés comme des rêves qui font que la nature est si purement poétique, comme la cellule d'un magicien, d'un physicien, une chambre d'enfant, un grenier, un entrepôt. Et William Butler Yeats, les images sont souveraines de par leur forme achevée, mais de quoi naissent-elles? Du dépotoir, où va ce que l'on jette et le balayage des rues. Vieilles marmites, vieilles bouteilles, boîtes cassées, vieux fer, vieux os et nippes. Et plus près de nous, Walter Benjamin, les enfants ont une propension particulière à rechercher tous les endroits où s'effectue de manière visible le travail des choses. Ils se sentent irrémédiablement attirés par les déchets qui proviennent de la construction, du travail. Ils reconnaissent dans les résidus le visage que l'univers des choses leur présente à eux seuls. Ils les utilisent moins pour imiter les œuvres des adultes que pour instaurer une relation nouvelle, changeante, entre des matières de nature très différentes, grâce à ce qu'ils parviennent à en faire dans leur jeu. Le langage est pour nous cet atelier laissé en plan quand c'est dimanche, et nos jeux consistent à créer des images par compression, par fusion, par dissolution, par toutes sortes de chocs. À propos du Beaux endormis de Victor Hugo, Marcel Proust écrivait « Les pensées les plus indivisibles sont rendues au degré de fusion nécessaire ». On peut aussi songer à cette définition que Michon donnait de son travail, en parlant, il est vrai, de Flaubert, et c'est de porter le langage à son point d'incandescence. Ils ne savent pas ce qu'ils font, décidément, je suis évangéliste aujourd'hui. C'est une chose que l'on se dit parfois des poètes, des écrivains, lorsqu'un vers, un paragraphe, une image provoque en nous un tel bouleversement et se trouve lié à quelque chose en nous de tellement profond, comme si nous étions les seuls à posséder le deuxième ou le troisième élément nécessaire au déclenchement de la réaction chimique ou alchimique, qu'on songe aussitôt que l'auteur, en effet, ne pouvait pas savoir. Et on lui rend grâce d'avoir laissé venir sous sa plume et d'avoir ensuite conservé dans son manuscrit des choses qu'il ne comprenait pas. Je me répète souvent, à tout propos, on ne sait pas ce que l'on donne. Extrait du journal de Sonia. Si l'on a vécu son enfance dans une absolue liberté et que l'entrée dans l'âge adulte ne s'est assortie d'aucun harnais, d'aucune obligation ni désir de servir, de consacrer les bonnes heures du jour au travail, aux soins des enfants ou des animaux, alors la fin de liberté se déplace, elle mute. Elle trouve aussitôt d'autres murs à quoi se heurter, d'autres insuffisances. La société, bien sûr, la liberté qu'on n'a pas d'y faire ceci, d'y être cela, mais aussi la limitation du corps et la limitation de l'esprit. Tout à l'heure, aux abords de la gare de triage, lorsqu'un train noir a déboulé à pleine vitesse, laissant dans l'air de grands copeaux tourbillonnants, je me suis soudain senti terriblement attiré par sa masse perforante. J'ai dû crier vers le sol pour ne pas me jeter dans l'excès de matière, pour ne pas courir au-devant du choc, à la rencontre de ces milliers de tonnes, aveugles et sourdes, images de ces vierges des îles qui se précipitaient dans la bouche d'un dieu volcan et qui chantaient, des fleurs dans leurs cheveux,
le ravissement aux lèvres et dans le regard. Du reste, mais pourquoi ce besoin de l'écrire? Je n'ai pour la mort aucune curiosité. Je poursuis ma lecture de Freud avec autant d'appétit que d'agacement. Impression de visiter une capitale des antipodes sous la conduite d'un fonctionnaire de l'administration coloniale. Juché sur l'éléphant de son rationalisme, il synthétise calmement le dédale où je voudrais me perdre. Il le ramène aux dimensions d'un intérieur bourgeois. Le séjour, la chambre des enfants, la chambre des parents, les cabinets, le placard noir. Ces méthodes me sont parfois à la limite du supportable. Son côté détective à la Manque, ou plutôt cruciverbiste, car il ne résout souvent que les énigmes qu'il a lui-même conçues. Il ratiocine à travers bois, dans sa mallette, une provision de mamelles et de moustaches adhésives. Hop, 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 il en colle sur tout ce qui bouge. Sur ce qui ne bouge pas, il en colle à tour de bras. Sur la face des singes, sur les silos à grains, sur les troncs d'arbres, sur les vaches, les fétiches, les rampes d'escalier. Papa, maman, maman, maman. Combien plus de vertige dans ce seul passage de l'Ancien Testament? Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je te dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. J'aime les divagations des hommes de science de l'Antiquité, du Moyen-Âge, qui expliquent les phénomènes de la nature en parfait chaman, inspirant un grand coup avant de céder à la fantaisie la plus pure avec un a priori de merveilleux pour toute chose. Ceci par exemple dans les voyages de Mandeville, que l'anatif, un crustacé de forme obscène, commence sa vie sous l'eau, arrimé en colonie aux rochers battus par les vagues, jusqu'au moment où il développe des ailes et se change en bernache, en canard sauvage. Seul me porte vers les livres le désir d'y trouver ce que je ne soupçonnais pas. Et c'est pourquoi je déteste les faiseurs de bouquins, les romances ficelées, cousues d'astuces, farcies de diables à ressort, de pièges à souris. Je leur préfère le bruit du tram ou les écrits intimes, les chroniques fragmentaires, la philosophie, les recueils d'anecdotes, ou le décompte que fit de ses chemises, dans la marge d'un sonnet, le pauvre Baudelaire. Il me semble qu'on doit écrire, dire, crier, murmurer, et 1000 fois s'il le faut. Dit-il, dit-elle, dit-il, lorsque je lis « expliqua-t-elle » ou « se justifia-t-il », j'en ai le cœur qui se soulève. Bulles infimes de solitude, les vagabonds, les amoureux, les lecteurs font dans la soupe collective un ferment qui nous sauve. Et si la plupart de ces bulles échouent à remonter à la surface, qu'importe, ça travaille, ça lève. À l'aube, les arroseuses mouillent la poussière des rues. Elle redeviendra, avant midi, cet empêchement de voir et de respirer que l'on croyait à demeure chez les porteurs de babouches ou de sombreros. Poudre de briques, plâtre des murs et des plafonds, on dit que 300 000 bombes sont tombées sur la ville. Un gamin d'une quinzaine d'années est assis dans la vitrine crevée d'un marchand de livres d'occasion. Le bâtiment menace ruine. Il a perdu son toit et son dernier étage. Les occupants ont été évacués. Dans son costume de laine, avec une cravate qui ressemble à la ceinture d'un vieux peignoir, le bonhomme est en pleine lecture. Il a le pied sur une pile bien ordonnée, son premier choix, tandis que tous les autres livres, au sol et jusque sur le trottoir, s'étalent, se chevauchent et font les écailles d'un dragon terrassé. Il y a là comme une sécession, et la guerre s'en trouve repoussée à 1000 lieues au diable. Dis, c'est un miroir ou un trou de serrure, hein? Dans ton bouquin, tu regardes vivre les autres ou tu ne vois partout que toi? Tandis que la ville fourmille de bataillons de sapeurs, d'équipes de terrassement, de volontaires de tout poil, tandis que les femmes en uniforme distribuent du lait, cornaquent des gosses, agitent leurs maracas de charité ou de patriotisme, tandis que les commerçants font business as usual, chargeant chaque transaction
d'un défi personnel à Adolf Hitler, tandis que les statues rêvent sous leur coffrage de sacs de sable et de contreplaqué, je vais avec les derniers oisifs me poser sur la grève du fleuve, sur le sable limoneux à marée basse ou sur les pontons de fortune menuisés à la hâte quand l'ancien parapet a croulé dans l'eau. Et je regarde le grand mouvement de la Tamise, contrarié de chalands, d'oiseaux, de poissons obnubilés. Un bateau rentre de la pêche. Une nuée criarde l'enveloppe et les ailes font en petit un millier d'échos aux deux bras déroulés du sillage. Convulsions, cris, bec qui happe, bec qui baie, ventre plein, ventre vide, la nuée a tous les âges à la fois et ne connaît nul vieillissement. Ceux qui donnent du pain aux oiseaux finissent toujours, vieillards ou fillettes, par prendre en grippe les plus rapides et les plus avides des oiseaux, et tâchant de les écarter du pied, ménagent un peu d'espace et de pain pour les oiseaux malingres et les petits piafs qui se font dépouiller, mordre, et cet acte naïf de justice franciscaine est dans l'ordre des choses et ça ne change rien. On ne nourrit toujours que la nuée d'oiseaux et peu importe par quelle bouche ou bec ou estomac ça passe. Chevaux de fiacre portant œillères, chevaux de force aux yeux bandés et dont les naseaux s'ouvrent tant et plus au devant de la route, comme à vouloir humer la lumière et les formes, Londres est aux chevaux, qui tolèrent sous leur ventrière l'existence des chiens, des chats, des rats, la course des uns derrière les autres, la drouille pour la pitance et les jeux du flair, les chiens, les chats, les rats, ces petits animaux qui, à la différence des bêtes de somme, s'accouplent sans assistance ni autorisation. Pourquoi la tête du cheval nous émeut-elle si fort? C'est la douceur de la lèvre et des naseaux de velours gris, tandis que sous l'œil, on sent l'os, couvert à peine d'un cuir rêche, le crâne promis à la blancheur. Voilà pourquoi nous attendrit tellement la tête horrible des chevaux, le plus doux du vivant sur la promesse infaillible de sa destruction. Un cheval, on a vite fait de s'en faire un copain, ou un esclave, un véhicule, un gagne-pain, mais 600 têtes de chevaux par quoi transitent de l'air et du fourrage, et qui hennissent et soufflent et renaclent, cela devient intéressant, surtout si l'orage vous met là-dedans un courant de panique. Je m'assois, je suis sage, j'ai rempli d'encre mon stylo, j'écris des choses raisonnables. C'est le commencement de septembre. Il fait une chaleur déconcertante et Londres observe un ramadan tranquille. On y trotte au petit matin dans le bleu, puis ceux qui peuvent se claquent mûrs, puis tous ensemble on se réjouit au coucher du soleil. On s'adonne au métier de vivre avec un bonheur de sanction levée. Tout l'été, j'ai évité les artères pavoisées, les places où, jour après jour, sur le point de s'éteindre, les feux et les fêtes de la victoire reprenaient de plus belle. L'électricité est encore intermittente, on la rationne, mais chacun s'est promis de se venger de la nuit et de l'ombre. Les ruelles les plus abandonnées, les recoins des parcs immenses, les cagibis, les débarras, on y plantera des ampoules pour les laisser brûler jusqu'à la fin des temps. Des défilés à 2, à 10, à 10 000, avec ce parfum de courage et de camaraderie. Ces filles auxquelles jamais on n'avait vu tant d'assurance, le calot de guingois sur leurs cheveux dorés, et du clairon, et des galons, et des moignons superbes, le grand, l'exaltant chantier de la reconstruction. Et l'étouffoir est mis sur tout le reste. Les conscrits sont rendus à la vie civile, qui en fera un usage industriel et administratif. Les pères et les filles sont restitués les armes dont ils étaient les véhicules et le carburant. Partout, à l'est, à l'ouest, les héros sont lestés de médailles, dégrisés par le spectacle des martyrs, car avec leur hubris, leur absolu déracinement, leur délire oraculaire et leurs mains de Samson, ils feraient vaciller la toute nouvelle usine universelle, ses ateliers rivetés par les bombes, ses bureaux jusque dans les jungles.